De marche en marche, il se calma. Sur le palier du deuxième étage, une soudaine bouffée de chaleur lui rappela qu'il avait toujours son manteau d'hiver, son écharpe et ses bottes fourrées. D'un moment à l'autre, par l'une des portes de service donnant des cuisines sur l'escalier, une bonne pouvait sortir pour faire les courses, ou bien Monsieur Rigaud, pour poser dehors ses bouteilles de vin vides, ou bien même éventuellement Madame Lassalle, pour une raison ou pour une autre. Elle se levait de bonne heure, Madame Lassalle. Elle était d'ailleurs déjà debout. On sentait l'arôme envahissant de son café dans tout l'escalier. Et Madame Lassalle ouvrirait donc sa porte de service, et il se trouverait en face d'elle, sur le palier, lui, Jonathan, grotesquement émitouflé comme en plein hiver, sous ce soleil éclatant du mois d'août. Ce serait beaucoup trop gênant pour faire semblant de rien. Il faudrait qu'il donne une explication, mais que pourrait-il bien trouver? Il allait devoir inventer un mensonge, mais lequel? Pour sa tenue présente, il n'existait pas d'explication plausible. On ne pouvait que penser qu'il était fou. Peut-être qu'il était fou. Il posa sa valise, en retira sa paire de souliers bas, et ôta prestement ses gants, son manteau, son écharpe et ses bottes. Il mit les souliers, fourra dans la valise l'écharpe, les gants et les bottes, et prit le manteau sur son bras. Dès lors, il jugea que son allure était justifiable aux yeux de n'importe qui. Au besoin, il pourrait toujours prétendre qu'il portait son linge à la laverie et son manteau chez le teinturier. Nettement soulagé, il reprit sa descente. Dans la cour, il tomba sur la concierge, en train de rentrer les poubelles vides sur un petit chariot. Aussitôt, il se sentit pris en faute, et son pas fut hésitant. Il ne pouvait plus battre en retraite vers la pénombre de l'escalier. Elle l'avait déjà vu. Il fallait continuer d'avancer. « Bonjour, monsieur Noël, dit-elle, tandis qu'il passait près d'elle d'un pas délibérément martial. « Bonjour, madame Rocard, marmonna-t-il. Il ne se parlait jamais davantage. Depuis 10 ans qu'elle était dans l'immeuble, il ne lui avait jamais dit autre chose que « bonjour, madame » et « bonsoir, madame », et puis « merci, madame » quand elle lui tendait son courrier. Non qu'il eût quelque chose contre elle, ce n'était pas une personne désagréable. Elle n'était pas différente de la concierge précédente, ni de celle qui avait encore précédé celle-là. Elle était comme toutes les concierges, d'un âge indéfinissable, entre la cinquantaine et 70 ans. Comme toutes les concierges, elle avait le pas traînant, la silhouette massive, le teint blafard, et elle sentait le renfermer. Quand elle n'était pas en train de sortir ou de rentrer les poubelles, de nettoyer les escaliers ou de faire rapidement quelques courses, elle était assise sous l'éclairage au néon de sa petite loge, donnant sur le couloir entre rue et cour, laissait sa télévision toujours allumée, faisait de la couture, du repassage ou bien la cuisine, et s'enivrait au gros rouge et au vermouth, comme n'importe quel autre concierge. Non, il n'avait vraiment rien contre elle. Il avait seulement quelque chose contre les concierges en général, car les concierges étaient des gens qui, par profession, observaient en permanence les autres gens. Et madame Rocard, tout spécialement, était quelqu'un qui l'observait tout spécialement en permanence. Lui, Jonathan. Il était parfaitement impossible de passer devant madame Rocard sans qu'elle s'en aperçût, ne fût-ce que d'un infime coup d'œil à peine perceptible. Même lorsqu'elle s'était assoupie sur sa chaise, dans sa loge, ce qui était surtout le cas dans les premières heures de l'après-midi et après le repas du soir, le discret grincement de la porte d'entrée suffisait à l'éveiller pour quelques secondes et à lui faire observer qui passait. Nul être au monde ne remarquait Jonathan aussi souvent et aussi précisément que le faisait madame Rocard. Il n'avait pas d'amis. À la banque, il faisait en quelque sorte partie des meubles. Les clients le considéraient comme un élément du décor et non comme une personne. Au supermarché, dans la rue, dans l'autobus, mais quand prenait-il le bus? Son anonymat était préservé par la masse des autres gens. Il n'y avait en tout et pour tout que madame Rocard qui le connaissait et le reconnaissait quotidiennement, et lui accordait au moins 2 fois par jour son attention effrontée. À cette occasion, elle était en mesure d'apprendre sur son compte les choses les plus intimes. Quels vêtements il portait, combien de fois par semaine il changeait de chemise, s'il s'était lavé les cheveux, ce qu'il rapportait pour son dîner, s'il recevait du courrier, et de qui. Et quoique Jonathan, on l'a déjà dit,
n'eut vraiment rien à reprocher à madame Rocard personnellement, et bien qu'il sût fort bien que ses regards indiscrets ne tenaient pas à sa curiosité, mais à sa conscience professionnelle, il n'en sentait pas moins ces regards peser toujours sur lui comme un reproche muet, et chaque fois qu'il passait devant madame Rocard, même après tant d'années, il était brièvement envahi par une vague brûlante d'indignation. Pourquoi diable s'occupe-t-elle une fois de plus de moi? Pourquoi diable suis-je une fois encore examiné par elle? Pourquoi ne me laisse-t-elle pas, une bonne fois pour toutes, mon intégrité, en ne faisant pas attention à moi? Pourquoi les gens sont-ils si importuns? Et comme ce jour-là, compte tenu de ce qui s'était passé, il était particulièrement susceptible, et qu'il pensait transporter avec lui, de la façon la plus visible, toute la misère de son existence, concrétisée par une valise et un manteau d'hiver, les regards de madame Rocard le touchaient particulièrement au vif, et sa manière de lui lancer « Bonjour, monsieur Noël » lui parut être un sarcasme, ni plus ni moins. Et la vague d'indignation que jusque-là il avait toujours endiguée déborda d'un coup et déferla en une rage avouée. Et il fit ce qu'il n'avait encore jamais fait. Alors qu'il avait déjà dépassé madame Rocard, il s'arrêta, lâcha sa valise et y posa son manteau, puis se retourna farouchement résolu à répondre enfin à l'insistance de ce regard et de ce bonjour en y opposant quelque chose. Il ne savait pas encore, en marchant vers elle, ce qu'il allait faire ou dire, mais il savait qu'il allait faire ou dire quelque chose. La vague d'indignation qui avait débordé le porta vers elle, et son courage était sans limite. Elle avait déchargé ses poubelles et s'apprêtait à regagner sa loge quand il se planta devant elle, à peu près au milieu de la cour. Ils s'immobilisèrent à environ un demi-mètre de distance. Il n'avait jamais vu de si près son visage blafard. La peau de ses joues tombantes lui parut d'une finesse extrême, comme une soie ancienne et cassante, et ses yeux marrons, quand on les voyait de près, n'avaient plus rien d'importun ni d'indiscret. Ils avaient plutôt une sorte de douceur et de timidité de jeune fille. Mais Jonathan ne se laissa pas troubler par la vue de détails qui correspondaient bien peu à l'image qu'il avait en lui de madame Rocard. Pour donner à son intervention un aspect plus officiel, il toucha du doigt sa casquette réglementaire et articula d'une voix assez tranchante « Madame, j'ai un mot à vous dire. » Pour l'instant, il ne savait toujours pas ce qu'en fait il voulait dire. « Oui, monsieur Noël ?» dit madame Rocard en rejetant la tête en arrière d'un petit mouvement nerveux. « On dirait un oiseau, » pensa Jonathan. « Un petit oiseau qui a peur. » Et il répéta son exorde d'un ton tranchant. « Madame, j'ai à vous dire ceci. » Et puis, à son propre étonnement, il entendit l'indignation qui le portait toujours prendre, sans qu'il y fût pour rien, la forme d'une phrase. « Devant ma chambre, il y a un oiseau, madame. » Puis, plus concrètement, « Un pigeon, madame. Il est posé devant ma chambre, sur le carrelage. » Et ce n'est qu'à partir de là qu'il réussit à reprendre le contrôle de ses paroles, qui jaillissaient en bouillonnant de son inconscient, et à leur faire emprunter une certaine direction, en ajoutant à titre d'explication. « Ce pigeon, madame, a déjà sali avec ses fientes tout le couloir du 6e étage. » Madame Rocard se balança à plusieurs reprises d'un pied sur l'autre, rejeta encore un peu plus la tête en arrière et dit « D'où vient ce pigeon, monsieur ?»« Je n'en sais rien, dit Jonathan. Sans doute est-il entré par la fenêtre du couloir. Cette fenêtre est ouverte. Cette fenêtre devrait rester toujours fermée. C'est ce qui est dit dans le règlement de l'immeuble. »« C'est sans doute un des étudiants qui l'a ouverte, dit madame Rocard, à cause de la chaleur. »« C'est bien possible, dit Jonathan. Il n'empêche qu'elle doit toujours rester fermée, surtout en été. Quand il fait un orage, elle peut battre et se briser. C'est arrivé une fois dans l'été 1962. À l'époque, cela a coûté 150 francs de remplacer la vitre. Depuis, le règlement de l'immeuble stipule que cette fenêtre doit toujours rester fermée. » Il se rendait bien compte que cette façon de se référer sans cesse au règlement avait quelque chose de ridicule. Et d'ailleurs, cela ne l'intéressait nullement de savoir comment le pigeon était rentré. Il ne voulait pas parler plus en détail de ce pigeon, car, enfin, cet affreux problème ne concernait que lui.
Il voulait donner libre cours à l'indignation que lui causaient les regards indiscrets de madame Rocard, et voilà tout. C'était chose faite depuis ses premières phrases. L'indignation était à présent retombée. Maintenant, il ne savait plus comment continuer. « Eh bien, il faut chasser ce pigeon et refermer la fenêtre, dit madame Rocard. Elle disait cela comme si c'eût été la chose la plus simple du monde, et comme si tout alors pouvait rentrer dans l'ordre. Jonathan ne disait rien. Son regard était pris au piège au fond de ses yeux marrons, et il avait le sentiment de s'y enfoncer comme dans un marécage doux et marron. Il fut obligé de fermer les yeux une seconde pour échapper à ce risque et se dégager, puis de se racler la gorge pour retrouver sa voix. « Ce qu'il y a, commença-t-il en se raclant encore la gorge, c'est que c'est déjà taché partout. Rien que des taches vertes, et aussi des plumes. Il a sali tout le couloir. C'est surtout ça le problème. »« Naturellement, monsieur, dit madame Rocard, il faut nettoyer le couloir. Mais d'abord on doit chasser ce pigeon. »« Oui, dit Jonathan. Oui. » Et il pensait, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi dit-elle qu'on doit chasser le pigeon? Est-ce que par hasard elle veut dire que c'est moi qui dois chasser ce pigeon? Et il aurait voulu ne s'être jamais risqué à aborder madame Rocard. Oui, 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 reprit-il en bredouillant. On doit le chasser. Je l'aurais chassé depuis longtemps moi-même, mais je n'ai pas eu le temps. Je suis pressé. Comme vous voyez, j'ai là mon linge et mon manteau d'hiver. Il faut que je porte le manteau chez le teinturier et le linge à la laverie. Ensuite, il faut que j'aille à mon travail. Je suis très pressé, madame. C'est pour cela que je n'ai pas pu chasser le pigeon. Je voulais simplement vous signaler l'incident, surtout à cause des taches. Le couloir est sali par les taches qu'a fait ce pigeon. C'est surtout cela, le problème. Et c'est contraire au règlement. Le règlement stipule que le couloir, l'escalier et les toilettes doivent toujours être tenus propres. Il ne se rappelait pas avoir jamais tenu, de toute sa vie, un discours aussi abracadabrant. Il lui semblait que les mensonges y sautaient aux yeux, et l'unique vérité qu'il aurait dû dissimuler, à savoir que jamais, au grand jamais, il ne pourrait chasser ce pigeon, et que c'était au contraire le pigeon qu'il avait depuis longtemps chassé lui-même, cette vérité éclatait au grand jour et de la manière la plus gênante. Et même si madame Rocard ne l'avait pas perçue à travers ses propos, elle ne pouvait pas ne pas la lire maintenant sur son visage, car il sentait qu'il avait terriblement chaud, que le sang lui montait à la tête et que ses joues étaient brûlantes de honte. Mais madame Rocard fit comme si elle n'avait rien remarqué, ou peut-être n'avait-elle vraiment rien remarqué. Elle dit seulement « Je vous remercie de m'avoir prévenu, monsieur, je m'en occuperai à l'occasion. » Et elle baissa la tête, contourna Jonathan, et, en traînant les pieds, se dirigea vers le réduit où se trouvaient ses toilettes, à côté de sa loge, et y disparut. Jonathan l'avait suivi des yeux. S'il avait eu encore le moindre espoir que quelqu'un le délivre du pigeon, cet espoir s'évanouit au spectacle désolant de madame Rocard disparaissant dans le réduit de ses toilettes. Elle ne va s'occuper de rien, songea-t-il, de rien du tout. Pourquoi le ferait-elle d'ailleurs? Elle n'est que concierge après tout, et tenue à ce titre de balayer l'escalier et le couloir, et de nettoyer une fois par semaine le WC commun, non de chasser un pigeon. Cet après-midi, au plus tard, elle se soulera au vermouth et oubliera toute l'affaire, si elle ne l'a pas déjà oubliée à cet instant.